suivez de partout, vous qui nous suivez de partout sur notre fréquence ici à Bruxelles, sur 105.4 et sur Internet sur www.radiopanique.org. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, dans l'interview, je reçois le bourgmestre de la commune d'Anderlecht, M. Fabrice Kims. Bonjour, bonjour à tous. Anderlecht, c'est une vaste commune, une des 581 communes de Belgique. Encore une des 19 communes de la région Bruxelles-Capitale. Donc, je reçois M. Fabrice Kims, qui est le bourgmestre de la commune d'Uccle. Une fois encore, bonjour, M. le bourgmestre. Bonjour Jasmin, bonjour à tous. Merci de l'accueil et merci de m'inviter chez vous. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation dans le studio de la Radio Panique Afrique en Indécrique. Pour qu'on parle un peu de votre commune d'Anderlecht. D'abord, s'il vous faut vous présenter à nos auditeurs, quel est votre parcours, votre parti politique, vos fonctions, vos professions et évidemment vos mandats s'il y en a, Monsieur le bourgmestre. Alors c'est assez simple, je suis donc Fabrice Kims, je suis bourgmestre d'Anderlecht depuis 2 ans maintenant. Je n'ai pas d'autres fonctions parce que j'ai décidé de me consacrer pleinement à la commune qui le mérite bien. C'est une très grande commune avec beaucoup de défis. Avant ça, j'étais échevin de l'enseignement et des finances. Et encore avant ça, j'ai travaillé dans des cabinets ministériels et à la région bruxelloise. Et j'ai oublié, parce que la question était importante, de dire que je suis élu du Parti Socialiste. Et votre parcours politique, vous avez commencé quand à adhérer au Parti Socialiste? Alors ça fait 35 ans maintenant, donc j'avais 18 ans. Le jour de mes 18 ans, j'ai adhéré au Parti Socialiste parce que c'est un parti qui correspond à mes valeurs de solidarité et de soutien des autres. Et donc j'ai gravi tous les échelons finalement. J'ai d'abord été candidat aux élections communales, mais je n'ai pas été élu. Puis j'ai été élu conseiller communal de l'opposition, puis j'ai été échevin, puis j'ai été enfin bourgmestre. Donc c'est vraiment tous les étages qui ont été remplis petit à petit. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous avez dit que vous avez juste un seul mandat. Et par rapport à d'autres bourgmestres qui ont plusieurs mandats. Mais je pense que chacun gère sa carrière comme il l'entend, et donc je n'ai pas à juger de ce que font les autres. Moi, en tout cas, j'ai considéré que Anderlecht était une commune très vaste, très diverse, et avec beaucoup de défis et beaucoup de choses à réaliser. Il fallait que je me concentre pleinement sur cette commune, et donc j'ai fait le choix de ne pas exercer d'autres mandats que celui de bourgmestre d'Anderlecht. Monsieur le bourgmestre, par rapport à vos mandats et vos patrimoines, vous les avez tous déclarés à la Cour des comptes? Oui, bien sûr, c'est une obligation, c'est la loi. Et donc il y a deux choses, il y a à la fois déclarer tous les mandats qu'on exerce et aussi déclarer à date régulière le patrimoine qu'on possède. Et donc chaque fois qu'un élu ne respecte pas ces obligations, bien, ils sont dénoncés dans la presse. Et donc j'ai la chance de ne pas encore avoir eu ça, et donc j'ai rempli toutes mes obligations jusqu'à présent. Monsieur le bourgmestre, j'avais une question qui me revient tout le temps à l'esprit. Heureusement que vous avez juste un seul mandat. Pour le bourgmestre, bien que le cumul des mandats effectifs et exécutifs est autorisé en Belgique, est-ce que cela n'handicape pas un bourgmestre de s'occuper pleinement de sa population quand on a plusieurs mandats? Oui, bien sûr, et donc c'est pour ça que si la loi autorise encore de cumuler les mandats, en tout cas au Parti Socialiste, pour les grandes communes, parce que je pense qu'il faut faire une distinction entre les grandes communes et les communes plus petites, pour les grandes communes de plus de 50 000 habitants, au Parti Socialiste, on a fait le choix, dans nos statuts, donc dans les règles internes au parti, on a fait le choix de dire que c'était interdit d'avoir à la fois un mandat d'échevin de bourgmestre et un mandat de député, par exemple. Et donc pour les grandes communes, c'est en tout cas quelque chose que nous, on n'applique pas au PS. Pour la population d'Anderlecht, les résidents, ils peuvent se rassurer que leur bourgmestre est un bourgmestre à temps plein. Oui, je suis un bourgmestre à temps plein, et donc il y a deux enjeux finalement. Il y a à la fois celui de gérer les dossiers, donc de faire vraiment des réunions au quotidien avec tous les services pour que les dossiers avancent, et puis il y a aussi l'enjeu de rester
en contact avec la population, de rester connecté avec la population. Et donc moi, toutes mes journées sont consacrées à la commune avec deux grands moments. D'abord, le matin, en général, je fais des réunions avec les services pour faire avancer les dossiers importants. Et puis après, dans le courant de l'après-midi, il faut aussi aller à la rencontre de la population parce que c'est important de ne pas attendre chaque fois les élections pour revenir vers les gens. Il faut être en permanence, tous les jours, en contact avec eux. Donc, j'essaye au quotidien et le week-end d'aller vers le citoyen pour écouter ce qu'il a à me dire et pour aussi lui expliquer ce qu'on mène au niveau de la commune. Monsieur le bourgmestre Fabrice Kunz, vous avez prêté serment en 2020 et cela fait 2 ans passés. Les 2 ans passés, c'est une période difficile pour un bourgmestre vu la situation de Covid-19 qu'on a traversée, le confinement, les déconfinements, les reconfinements, les contrôles, ainsi de suite, les mesures sanitaires. Pour vous, ça a été une période difficile? Oui, donc moi j'ai pris mes fonctions, puisque en fait j'ai pris mes fonctions en cours de mandat, puisque mon prédécesseur Éric Thomas a démissionné en janvier 2020, et donc j'ai pris mes fonctions au moment où finalement la crise sanitaire est arrivée. C'est évidemment un moment très difficile parce que ça veut dire que tous les projets qu'on avait de développement de la commune et de soutien aux citoyens, ils ont dû être mis entre parenthèses parce qu'il a fallu gérer l'urgence, gérer la crise. Et donc on a fait du mieux qu'on pouvait. Je pense que les citoyens ont reconnu que la situation avait été bien gérée à Anderlecht. On a mis en place un certain nombre de choses pour accompagner les citoyens dans cette période finalement où on allait un peu vers l'inconnu, puisque à la fois les scientifiques et les politiques ne savaient pas vraiment ce qu'il fallait faire, puisque c'est une chose c'était une crise évidemment qu'on ne connaissait pas avant. Et donc on a dû un peu inventer le système, mais je crois que grâce à l'équipe qui m'a entouré, on a pu gérer les choses au mieux. Monsieur le bourgmestre, quelles sont vos préoccupations concernant votre commune et évidemment vos objectifs pour la commune d'Anderlecht? Alors, mes préoccupations, c'est assez clair, c'est l'accompagnement de la détresse humaine. Et donc, il y avait déjà, Anderlecht est une commune très riche d'un point de vue culturel et d'un point de vue humain, mais qui est assez pauvre d'un point de vue financier et par la population qui la compose. Et donc, c'est une population qui est fragilisée en grande partie. Il faut l'accompagner. Et donc ma préoccupation, c'est évidemment de faire en sorte qu'il y ait un soutien social à tous les gens qui le méritent. Et notamment, aujourd'hui, on a des problèmes pour boucler le budget parce que le budget du CPS a explosé, parce qu'il y a eu, notamment à cause de la crise sanitaire, plein de personnes qui auparavant n'avaient pas besoin d'aide sociale, mais qui maintenant en ont besoin parce qu'elles ont été déstabilisées par la crise. Donc ça, c'est vraiment le premier enjeu, c'est d'accompagner tout le monde pour essayer de sortir au plus vite de cette crise sanitaire, mais aussi sociale. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, si on veut se projeter dans l'avenir, c'est de faire en sorte que la commune soit plus proche du citoyen. Et donc, c'est une grande commune, Anderlecht, qui a 120 000 habitants. Il y a des quartiers très, très différents. Et donc, on veut vraiment créer des antennes pour aller au plus près des citoyens et être à leur écoute et vraiment écouter ce qu'ils ont à nous dire. Monsieur le gouverneur, vous avez dit qu'il faut que vous soyez près du citoyen. Comment la commune organise-t-il la proximité avec ses habitants? Et c'est tout l'enjeu, parce qu'aujourd'hui, on a évidemment une maison communale principale, mais c'est évidemment quelque chose qui est dans un quartier alors que la commune est très vaste. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est de découper la commune en 8 grands quartiers pour essayer de toucher au plus près aux réalités des différents quartiers qui ont chacun leur réalité différente, hein, entre la gare du Midi, entre le quartier de Kuregem et le quartier de Nerpé, où c'est vraiment la campagne. Il y a vraiment tous les quartiers possibles, tous les types de quartiers possibles et imaginables dans notre commune. C'est une commune très diversifiée. Donc on a découpé ça en 8 grands quartiers, et l'ambition d'ici 2024, donc la fin de la législature communale, c'est d'avoir dans chacun des quartiers une antenne avec un manager, donc quelqu'un qui sera responsable du quartier dans lequel il se trouve, et qui sera accessible aussi pour que les gens puissent pousser la porte d'un bureau, et non pas forcément avec des mails ou des sites internet, mais vraiment des choses physiques, pousser la porte d'un bureau et aller dire à ce manager qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, quelles sont les attentes, et essayer d'organiser au mieux l'action publique, l'action communale dans ce quartier-là. Donc, l'ambition, c'est que d'ici 2024, les 8 quartiers ont chacun une antenne et un manager. Alors jusqu'à présent, donc moi je suis échevin des finances, j'avais dit tout à l'heure, échevin de l'enseignement des finances, donc je suis échevin des finances depuis
depuis 15 ans maintenant, et donc chaque fois le budget était en équilibre. L'an dernier, il ne l'a pas été, mais on sait pourquoi, c'est parce qu'il y a eu la crise sanitaire et qu'on a dû investir beaucoup dans le soutien aux populations, dans le soutien, dans l'organisation des services publics pour gérer cette crise sanitaire. Ça, c'était l'an dernier. Et maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2022, on n'a pas encore déposé le budget, parce que c'est vrai que c'est très difficile, mais on n'est pas les seuls. Beaucoup de communes bruxelloises sont dans la même situation, parce que justement, les dépenses sociales ont explosé. Le budget du CPS va augmenter de 7 millions d'euros, et c'est vrai qu'on va avoir des difficultés à boucler ça, mais on est en train de travailler pour essayer de faire en sorte que le budget soit le plus en équilibre possible, même si la première année, 2022, sera tout particulièrement difficile. 02 732 0450, ça c'est notre numéro de téléphone. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, vous suivez la radio Panique, la tranche Afrique en un déclic. Mon invité de ce jour, c'est le bourgmestre de la commune d'Anderlecht, M. Fabrice Kims. J'entretiens avec lui tout ce qui se passe dans sa commune d'Anderlecht. Monsieur le bourgmestre, quelle est la place de la communauté africaine en général et subsaharienne en particulier? Alors, Anderlecht, vos auditeurs le savent probablement, c'est une commune très multiculturelle, avec des visages très très différents, et j'ai envie de dire que c'est ce qui fait sa force et sa richesse. Donc, c'est vraiment l'ensemble des communautés qui composent notre population qui fait qu'on a des échanges, un multiculturalisme incroyable, et qu'il y a aussi des gens qui viennent habiter chez nous parce qu'il y a cette force-là. Alors, la communauté congolaise est évidemment une des principales de ce paysage qu'on a à Anderlecht. Moi, j'entretiens avec la communauté congolaise des liens très étroits en tant que mandataire, de manière générale par rapport à la commune, et aussi à titre plus personnel, puisque j'ai dans mon cabinet de bourgmestre de collaborateurs d'origine congolaise qui sont particulièrement dynamiques. Donc Eric et Sébastien sont particulièrement dynamiques et sont à mes côtés au quotidien. Donc vraiment, la communauté congolaise compte beaucoup pour moi et pour Anderlecht en général. Et la communauté africaine en général et subsaharienne, elle est intégrée dans votre commune? Est-elle associée à des activités communales qui se passent souvent à Anderlecht? Oui, l'ambition, c'est vraiment que chacun puisse... En fait, c'est dans l'échange qu'on peut nourrir la progression des uns et des autres. Et donc, vraiment, l'idée, c'est que chacun puisse... On vient, par exemple, d'inaugurer une nouvelle grande salle des fêtes qui permettra à chacune des communautés, dans des grands rendez-vous, de venir faire des manifestations, des organisations pour la communauté. Mais je pense que l'intérêt, c'est au-delà de ça, c'est de dire que faire connaître la communauté congolaise, la communauté subsaharienne et toutes les communautés finalement qui composent Anderlecht, de les faire connaître aux autres et de faire des échanges. Et donc vraiment, ces outils qu'on met à disposition permettront de se retrouver entre soi, mais aussi d'élargir le propos et d'aller vers les autres et de faire connaître toutes les richesses de chacune des communautés aux autres communautés. Monsieur le bourgmestre, dans votre commune, est-ce qu'il y a des centres culturels communautaires qui appartiennent au Congo ou à la Côte d'Ivoire ou au Maroc ou au Gabon? Est-ce qu'il y a des centres culturels dans votre commune, dans Anderlecht? Alors, il y a un centre culturel qui est le centre culturel de la commune, donc ça c'est vraiment c'est Escale du Nord, le centre culturel qui est financé par la commune d'Anderlecht. Et vraiment, c'est le réceptacle pour que chacune des communautés qui composent notre population puisse venir se fondre dans cette organisation et organiser au départ de ce centre culturel communal toutes les manifestations qu'ils veulent organiser. Mais donc, c'est vraiment ça le principe, c'est de dire qu'on a des outils qu'on met à disposition des gens pour faire leurs manifestations. Monsieur le bourgmestre, concernant les entretiens des rues, des avenues, des parcs, des espaces verts, des collectes des immondices, des déchets clandestins, des urinoirs publics, quelle est votre politique pour préserver la salubrité publique? Alors aujourd'hui, il faut être honnête, le constat qui est fait, et moi je reçois évidemment les demandes des citoyens et principalement notamment par mail, par courriel, les demandes des citoyens, et donc
c'est clair que la propreté est un des aspects qui est le plus problématique dans notre commune. Beaucoup de citoyens se plaignent et donc dès que j'ai pris mes fonctions, on a fait en sorte qu'on développe un plan propreté avec 2,5 millions d'euros qui ont été injectés dans ce plan et de recrutement de 70 balayeurs de rue et du personnel pour la propreté. Et donc c'est vrai que c'était un problème, enfin, c'est toujours un problème important, mais on essaie de s'y attacher et d'essayer de rencontrer cette problématique. À la fois par du nettoyage par les services communaux, mais aussi, il faut le dire, il faut oser le dire, par des sanctions, donc des contrôles qui se font et qui font en sorte que chacun soit responsable finalement de l'entretien et de la qualité de l'espace public qui est finalement l'espace de tout le monde. C'est vraiment l'endroit où chacun doit pouvoir se retrouver. Monsieur le bourgmestre, est-ce que vous sensibilisez aussi la population concernant les déchets clandestins? Bien sûr. Donc, c'est vrai que j'ai dit qu'il y avait à la fois le nettoyage par les services communaux et la sanction, mais j'ai oublié, vous faites bien de me le rappeler, finalement l'élément le plus important, c'est celui de la sensibilisation, de la conscientisation de la population. Donc ça passe à la fois par un travail pour les plus jeunes, et donc par rapport à l'école notamment, qui doit être un vecteur de sensibilisation des citoyens, mais aussi par des communications, des flyers qui permettent d'expliquer quelles sont les règles, de rappeler quelles sont les règles. Alors après, il y a aussi la difficulté que tout le monde, donc on a un journal communal, mais c'est vrai que tout le monde ne lit pas le journal communal, et donc il faut qu'on invente des nouveaux modes de communication. La radio peut-être en est un bel exemple, mais des nouveaux modes de communication pour toucher au plus près l'ensemble des citoyens, en ce compris ceux qui n'ont pas l'habitude de lire les journaux, et c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux. Monsieur le bourgmestre, concernant l'environnement, il y a l'avenue, je ne parle pas même de l'avenue, le boulevard industriel, c'est à la frontière de votre commune, d'Anderlecht, et de l'autre côté, il y a la frontière de la commune de Forêt. Il y a pas mal de déchets clandestins que les gens déposent là. Et parfois, l'Anderlecht qui renvoie à Forêt et Forêt qui renvoie à Anderlecht. Comment comptez-vous juger et améliorer cette situation? C'est par la collaboration. Donc, je pense que vous oubliez, vous avez bien décrit la situation. Donc, le boulevard industriel est à la limite entre deux communes bruxelloises. C'est aussi une voie d'entrée dans Bruxelles pour les navetteurs. Et donc, c'est vrai qu'on constate aussi qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur de la région et qui viennent déposer leurs déchets parce que c'est peut-être plus contrôlé ou plus cher, notamment en Flandre. Et donc, on a trois acteurs à coordonner, donc les deux communes et la région par rapport, parce que le boulevard industriel que vous citez est une voirie régionale, et donc il faut effectivement, mais c'est la même chose, il faut à la fois nettoyer parce qu'on ne peut pas laisser l'insalubrité se développer, mais aussi il faut sanctionner. Et on a acheté des caméras mobiles, hein, parce que mettre des caméras fixes pour la propreté, ça ne sert pas à grand chose, parce que les gens voient où elles sont et puis après ils mettent les dépôts ailleurs. Et donc on a des caméras mobiles qui permettent d'identifier les contrevenants. Et moi, je m'entends fort bien avec ma collègue qui est bourgmestre de Forêt, et c'est clair qu'on développe là une action qui est une action conjointe et qui est une action de longue haleine. Est-ce que vous n'envisagez pas de mettre des caméras? Ça serait mieux? On met des caméras, mais on met des caméras mobiles. Donc, c'est-à-dire que quand on constate qu'il y a beaucoup de dépôts clandestins à un endroit, on met la caméra, on installe, et puis après, on identifie beaucoup de contrevenants. Si on met une caméra fixe, il faut savoir quand même que ça coûte cher à la fois en termes d'équipement, mais aussi en termes de gestion par rapport au contrôle des images. Si on met une caméra fixe, on a constaté que ça ne servait pas à grand-chose parce que quand les gens repèrent où elle est, ils mettent les dépôts juste à côté, en dehors du champ de la caméra. Et donc on a préféré faire un système avec des caméras mobiles où on les déplace en fonction de ce qu'on constate. Et je dois dire que ça marche fort bien puisqu'on contrôle beaucoup de monde grâce à ces caméras mobiles qu'on installe là où il y a des problèmes. Monsieur le bourgmestre Fabrice Kims, dans un truc que je n'aime pas bien aborder, je n'aime pas trop aborder, la sécurité. La sécurité à Anderlecht, on constate un apaisement dans les quartiers qui chauds. À un moment, vraiment, la commune d'Anderlecht était vraiment à la lumière de tous les médias. Quelle a été ou quelle est votre politique pour en arriver là à l'apaisement? La politique, c'est vraiment de s'appuyer sur la police de proximité. Parce que
on dit souvent qu'il y a des problèmes de relations entre la police et les citoyens, mais moi j'aime pas tellement ce genre de généralisation parce qu'il n'y a pas un citoyen et il n'y a pas une police, et donc on a différents axes d'intervention grâce à la police ou au travers de la police, et donc il y a notamment tout ce qui est de la police de proximité, c'est-à-dire les policiers qui sont là tous les jours au quotidien sur le terrain et qui permettent, de par cette présence quotidienne, de créer des liens avec les citoyens et dans l'échange et dans la prévention plutôt que dans la répression. Et donc, très concrètement, c'est vrai qu'à Anderlecht, il y avait il y avait une mauvaise image, il y avait des problèmes d'incivilité et d'insécurité. Et donc, on a fait le choix d'engager, mais ce n'est pas qu'à Anderlecht parce qu'on est dans une zone de police avec Saint-Gilles, les communes de Saint-Gilles et de Forêt également, et donc les 3 bourgmestres ont fait le choix d'investir beaucoup d'argent dans le recrutement de 100 policiers, mais pas n'importe quel policier, les policiers de proximité, c'est-à-dire ceux qui sont là au quotidien sur le terrain, qui se promènent dans les rues et qui tissent justement ces relations avec les citoyens et qui font cet effort de prévention finalement de la violence plutôt que de répression. Monsieur le Robert, à un moment, vous aviez des responsabilités de logement. Oui. Les logements sociaux à Anderlecht, avoir une maison sociale ou un appartement social relève d'une casse-tête. La liste d'attente des mois et des mois, voire même des années. Les gens se plaignent. Et la communauté subsaharienne s'estime souvent lésée. Alors c'est vrai, mais ce n'est pas vrai qu'à Anderlecht. Donc c'est un problème fondamental. Donc à Bruxelles, dans toute la région bruxelloise, il y a à peu près 50 000 logements sociaux. Et en dehors de ceux des personnes qui ont la chance d'être dans un logement social, il y a encore 50 000 personnes qui attendent d'y aller. Donc ça veut dire qu'il y a autant de personnes qui attendent que de logements disponibles. Et donc ça, c'est un problème important. Anderlecht a toujours historiquement été une commune où on investissait beaucoup dans le logement social. Donc on est la commune où il y a le plus de logements sociaux. Donc le foyer anderlechtois est la plus grande société de logements sociaux de Bruxelles. On va continuer à en construire. Donc c'est clair qu'on va continuer à en construire. On a à peu près, donc pour l'instant on a à peu près 4000 logements sociaux au foyer anderlechtois. On va continuer à en construire. On a à peu près 1000 logements en projet. Je voyais encore hier les responsables de la Société régionale du logement qui construisent pour notre compte, et donc on est vraiment volontariste par rapport à ça. Par rapport au sentiment de ne pas être prioritaire, il faut savoir que tout ça a été fortement encadré par les parlementaires, par les lois, par les ordonnances. Et donc aujourd'hui, pour avoir un logement social, il faut avoir un certain nombre de points, et ces points, ils sont acquis par l'ancienneté, par des priorités notamment en termes de nombre d'enfants ou de handicap, et donc tout ça est très réglementé. Et donc ce n'est pas vraiment les sociétés de logements sociaux qui choisissent qui elles veulent faire rentrer dans leur patrimoine, dans leur logement, c'est vraiment quelque chose qui est lié au nombre de points, et tout ça a été encadré par la région bruxelloise, et à mon sens, c'est beaucoup plus objectif qu'auparavant. Oui, monsieur le bourgmestre, mais lors des attributions des logements sociaux, mais quand vous constatez que la plupart, il y a une catégorie de la communauté qui n'ont pas accès, est-ce que vous ne faites pas une réflexion pour améliorer un peu cette situation? Je pense que l'amélioration passe par l'information. Et donc, je redis que l'attribution des logements, elle est vraiment objectivée, donc très encadrée. La région contrôle la manière dont on attribue les logements, et c'est vraiment ceux qui ont le plus de points qui peuvent avoir les logements en priorité. Après, c'est vrai qu'il faut que l'information soit bien diffusée et que chacun ait conscience qu'il doit s'inscrire, quand il est dans les conditions, qu'il doit s'inscrire suffisamment tôt dans le logement social. Et donc là, c'est vrai qu'il y a peut-être un gros travail à faire par rapport à une conscientisation des populations, qu'il faut vraiment dire que chacun qui est dans les conditions doit aller s'inscrire. Après, c'est vrai que ça prend du temps, hein, donc ça prend en moyenne 7 à 8 ans pour avoir un logement social, mais c'est vraiment objectivé par l'attribution de points, et c'est très contrôlé par la région. Monsieur le bourgmestre, existe-t-il des lieux à visiter en Anderlecht qui peuvent attirer les touristes? Ah, il y en a plein.
plein, parce que on est une commune très diversifiée. Hein, donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait à la fois la campagne, on a un moulin à vent, hein, c'est assez impressionnant. À Bruxelles, on a une grande zone agricole, hein, pas une zone verte, mais une zone agricole avec des fermes, un moulin à vent. On a un quartier historique, place de la Vaillance, avec des maisons du XVIe siècle, la maison d'Erasme, un béguinage. On a l'église Saint-Guidon qui est tout particulièrement un bijou patrimonial. On a des quartiers industriels avec un patrimoine industriel important le long du canal. Hein. Le canal est un axe de développement pour le futur. Donc, moi, j'ai envie de dire que celui qui veut venir à Anderlecht, on a un service de tourisme très développé, et donc il y aura forcément des choses à voir, des choses à faire. On a des musées, on a le musée de la médecine, on a le musée d'Erasme, on a le musée de la Résistance, on a le COP qui est un superbe bâtiment le long du canal, donc plein de choses à faire à Anderlecht. Parmi plein de choses à voir en Anderlecht, il y a le stade du sportif d'Anderlecht. À un moment, il y avait l'agitation de gauche à droite. Où en est-on avec le projet du stade d'Anderlecht qui devait déménager vers un stade national, vers Grimbergen comme ça? C'est ça. Donc, effectivement, il y a eu le projet de faire un stade national à Grimbergen, donc en dehors de la région bruxelloise et surtout en dehors d'Anderlecht. Moi, ça ne m'a pas beaucoup plu. Donc, j'ai envie de dire heureusement pour la commune, mais le projet a échoué. Et donc, Anderlecht, le club d'Anderlecht ne part pas, n'est pas parti à Grimbergen. Moi, j'en suis content parce que je pense que le club est un des joyaux de notre commune et qu'il faut qu'il reste sur notre territoire. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté dans le fonctionnement du stade actuel ou l'autoparc au cœur de la commune, mais c'est vrai que si on veut se développer, si on veut que le club se développe, il faudra trouver une autre solution. Et donc, je pense qu'à un moment donné, le club et la commune doivent se mettre autour de la table pour trouver un autre endroit à Anderlecht où on puisse développer un stade. Mais évidemment, ce ne sera pas dans une zone qui sera protégée, une zone verte. Il faut vraiment plutôt trouver un endroit où il n'y a pas d'activité pour l'instant. À l'époque même, monsieur le bourgmestre, vous étiez chefin? J'étais. Il y a eu le projet qui était déjà sur la table. C'est ça, j'étais chefin de l'enseignement et des finances, oui. Monsieur le bourgmestre, petit à petit, on va vers la fin de notre entretien. Ça va vite. Quelles sont vos ambitions pour l'avenir, pour votre commune d'Anderlecht? Alors moi, je suis très enthousiaste par rapport à l'avenir de la commune. Je sais, je suis bien placé pour savoir les difficultés à la fois de nos concitoyens et aussi de la commune en tant que telle par rapport à la situation aujourd'hui et par la gestion de cette situation. Donc je sais quelles sont les difficultés, mais je suis aussi enthousiaste pour le futur parce que je crois vraiment qu'on a une commune extraordinaire en termes de multiculturalité, de métissage, d'échange, vraiment de volonté d'interagir entre les uns et les autres et de faire en sorte qu'on ait une commune qui soit vraiment ouverte à tout le monde. On a aussi une commune avec, ça ne se sait pas assez, beaucoup d'espaces verts. Hein. C'est vrai qu'on a parfois l'image juste de la gare du Midi, mais au-delà de la gare du Midi, il y a une commune plein d'espaces verts. C'est une de nos richesses. Et donc, je crois vraiment qu'on a toute une population qui arrive pour l'instant et qui est enchantée de se trouver dans notre commune. Et moi, je suis à leur côté pour faire en sorte qu'ils puissent développer leur vie au mieux. Monsieur le bourgmestre, autour de la gare du Midi, il y a beaucoup de SDF qui sont éparpillés et il y a des îles noires tout au long de la gare du Midi qui n'est pas hygiéniquement propre, mais c'est vraiment le miroir de Bruxelles quand les visiteurs, les touristes arrivent par la gare du Midi. Comment vous envisagez créer un cadre approprié pour la visibilité? Moi, je crois qu'il faut d'abord trouver des solutions pour les personnes qui sont comme ça malheureusement dans la rue. Alors, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais au SAMU social, vous savez, l'organisme régional qui s'occupe de trouver des toits pour les sans-abri. J'ai aussi été visiter Doucheflux, qui est une ASBL qui permet aux sans-abri d'aller simplement prendre une douche et de se remettre un petit peu, de se reposer un petit peu pour enlever toutes les conséquences de la vie dans la rue. Donc moi je pense qu'il faut trouver des solutions pour relancer ces personnes qui malheureusement ont vécu des traumatismes, les relancer dans une vie plus structurée.
La difficulté, c'est qu'il y a parfois, les gens discutaient avec les responsables de Douche-Flux, il y a parfois des conséquences liées à des problèmes psychiques. Et donc, il y a aussi un problème de santé mentale et d'accompagnement de ces personnes pour leur redonner confiance en elles et puis après les remettre dans le circuit du logement et du travail. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. On ne baisse certainement pas les bras et on a beaucoup de projets qui sont menés pour pouvoir justement accompagner ces personnes et les sortir de la rue quand elles le veulent. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pour moi une priorité. Après, si on n'y arrive pas assez rapidement, il faut aussi évidemment faire en sorte que l'image de la région et que donc notamment les normes d'hygiène minimales permettent à ces personnes tout simplement d'aller, je l'ai dit tout à l'heure, d'aller prendre une douche et de se sortir de la misère, au moins pendant quelques heures. Monsieur Fabrice Kums, le bourgmestre de la commune d'Erlec à Bruxelles, la vaste commune de Bruxelles. Monsieur le bourgmestre, vous avez un chiffre magique? 3, on va dire, 3. Vous pouvez nous en dire en plus? Non, il n'y a pas vraiment de raison. C'est le premier chiffre qui m'est passé par la tête. Et c'est peut-être aussi 3 parce que dans la famille, on est 3. Il y a moi, ma compagne et mon fils. Voilà, on est 3. Et si moi je disais 17, c'est votre chiffre magique? Vous allez me dire pourquoi. Je vous dirais parce que vous êtes le 17e bourgmestre de la commune. C'est vrai, c'est vrai. Et que la superficie d'Anderlecht, c'est 17 km². J'enlève les 74 parce que je mets 17 en avant. Et que votre code postal, c'est 1070. Ah ben je vais le retenir et j'irai jouer au loto certainement pour essayer de voir si ça fonctionne. Ici, c'est mon chiffre porte-bonheur et mon chiffre magique. Et pour terminer, monsieur le bourgmestre, monsieur Fabrice Kums, je termine par une citation. Le génie, qu'est-ce que c'est? Pas grand-chose. Les génies méconnus courent les rues. Le talent, il mène souvent nulle part. L'intelligence, sans le caractère, ce n'est rien. La seule chose qui compte, c'est la persévérance. Monsieur le bourgmestre, c'est une citation plutôt de François Mitterrand, l'ancien président de la République française. Monsieur le bourgmestre, pourquoi cette citation vous parle tant? Elle me parle pour 2 choses principales. D'abord parce que je pense que quand on a un projet important qui nous tient à cœur, il faut être persévérant, il faut continuer, essayer de le mettre en œuvre quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Accessoirement, j'aime beaucoup François Mitterrand, donc il a accompagné mes premiers pas en politique. Quand j'étais jeune, c'était la première émotion politique que j'ai vécue. Mais surtout, cette citation, par rapport à la persévérance, je trouve qu'elle illustre bien la manière dont j'ai mené ma carrière politique, puisque je ne suis pas du modèle qui est arrivé rapidement au sommet. J'ai gravi, je l'ai rappelé tout à l'heure, tous les échelons, un à un. Donc j'ai commencé comme étant conseiller communal de l'opposition, puis échevin, puis enfin maintenant bourgmestre. Et donc ça m'a permis aussi d'avoir de l'expérience. Et je pense que la persévérance est une chose, l'expérience en est une autre, et je pense que pour bien diriger une commune, surtout une commune importante comme Anderlecht, aussi vaste et aussi importante en termes de nombre d'habitants et de défis, eh bien il faut cette expérience qui permet finalement d'accompagner le mouvement et de faire en sorte que les citoyens se sentent accompagnés dans leur développement personnel, et c'est vraiment l'ambition que j'ai moi pour ma commune et pour mon mandat de bourgmestre, qui est un peu le mandat qui permet d'être à la fois au plus proche des citoyens et de faire en sorte qu'on soit à leur côté. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre Fabrice Kums, d'avoir accepté de venir répondre à nos questions sur nos studios de la Radio Panique Afrique en Indéclic. La porte est grandement ouverte. Tant qu'on aura besoin de vous, j'espère aussi que nous serons satisfaits. Merci de l'invitation, merci du débat, c'était passionnant. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci.
C'est pas facile, hein? D'accord, merci. C'est pas facile.